Je suis sûr que vous les avez croisés. Les verbes à particules, les phrasal verbs, ils sont très courants en anglais. Malheureusement, contre-intuitifs. C'est pour ça que je vous ai préparé une maxi vidéo où je vous donne les 100 phrasal verbs les plus connus en anglais. On les voit tout de suite, on décortique ensemble. C'est facile, du concret. So, let's do it! Good morning, good afternoon, good evening everyone. I'm Adrian with I Speak Spoken. Alors, chers amis, on va voir en premier ou revoir, c'est vraiment un rappel succinct, ce qu'est un phrasal verb. Un phrasal verb, en anglais, ça se traduit en français, pardon. C'était pour voir si vous suiviez. Ça se dit verbe à particules. Donc, c'est un verbe de base et quand je vous dis verbe de base, c'est vraiment un verbe très courant. Par exemple, le verbe to take. Généralement, ce sont vraiment des verbes hyper courants. Ici, to take, take, pas take, hein, c'est pas take, hein, to take. Non, to take, prendre. Et par exemple, on peut lui rajouter cette particule, O-double-F. Et là, ça va changer complètement le sens de base du verbe. Et c'est là où c'est un peu tricky, un peu difficile et qu'il faut bien les connaître parce que ces phrasal verbs, vous en avez, allez, dans une phrase sur 3 minimum. Donc, quand vous rajoutez off, ça donne le sens enlevé. Mais ça donne aussi un second sens qui est décollé. The plane is taking off. The plane, c'est l'avion. Donc, vous voyez, un même phrasal verb peut avoir deux sens. Mais vous allez me dire, OK, comment je sais quelle particule je dois mettre? Et là, malheureusement, il n'y a pas de règle. C'est pas, vous pouvez mettre à chaque fois off et ça donne tel sens ou alors ça pourrait donner un sens au verbe de base et vous avez 10 particules et c'est ces 10 particules-là. Non. Ça ne marche pas comme ça. C'est assez arbitraire et c'est pour ça que je vous ai préparé ces 100 verbes à voir absolument ensemble. Ces 100 phrasal verbs. Commençons. Pour vous faciliter la tâche, je les ai bien sûr classés par catégorie. Donc, on commence par les phrasal verbs de mouvement. Le premier, c'est to come across. To come, c'est venir. Et quand vous dites to come across, ça veut dire tomber sur quelqu'un. Donc, rencontrer de manière fortuite. Vous voyez, on passe de venir à tomber sur quelqu'un par hasard. Donc, c'est quand même très différent. I came across someone here, an old friend in the street. OK? Donc, friend, on prononce pas le i. Attention, c'est pas friend, c'est friend. To come across. To come, évidemment, c'est un verbe irrégulier. To come, came, come. Donc, le verbe to come across, le phrasal verb to come across, est lui aussi irrégulier. OK? Ensuite, to go, vous connaissez, c'est pas venir, mais c'est aller. Et to go back, back, souvent, ça indique le retour. Vous vous souvenez du film I will be back. Bon, je le fais très mal. Peut-être que vous avez la ref. Dites-moi dans les commentaires si vous avez la ref. I need to go back home to get my jacket. Okay? So I need to go back home. To come back, to go back, c'est la même chose. On aurait pu mettre to come back, c'est revenir, retourner. Donc là, vous voyez, celui-ci, il est assez transparent. C'est pas du tout le cas de ce phrasal verb qu'on a vu en premier. Donc, ça dépend vraiment de chaque exemple. C'est pour ça qu'ils sont encore une fois assez tricky. Vous vous souvenez de tricky? Yes. Tricky, c'est difficile à manier et à appréhender. To move, c'est bouger. To move in, c'est emménager. Par exemple, she's moving in next Saturday. Et voyez ce qui se passe. Et c'est le cas pour tous les jours de la semaine et d'ailleurs pour tous les mois en anglais. C'est très important. C'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans la langue française. On met une majuscule. Alors certes, ça ne s'entend pas à l'oral, mais croyez-moi, ça se voit à l'écrit. Donc pensez bien à mettre une majuscule. OK? She's moving in. Elle emménage. To move, c'est bouger ou c'est même déménager. D'accord? Déménager. To move, déménager. Emménager. To move in. OK? To move, déménager. Walk, to walk, c'est, et là vous ne prononcez jamais
voyez ici, à chaque fois, c'est pour ça que je vous mets la phonétique, parce que c'est vraiment précieux quand on a un doute sur la prononciation. Vous voyez que le L ne se prononce pas. To walk out, c'est partir, quitter, d'accord? He walked out in the middle of the meeting. Littéralement, il est parti au milieu de la réunion. Si vous avez besoin de près ou de loin de l'anglais professionnel, vous devez absolument connaître ce mot, meeting, qui signifie bien évidemment réunion. To walk out, ok? To run, c'est courir, alright? To run into, c'est rencontrer par hasard. Oui, c'est exactement, vous avez raison, c'est un synonyme de to come across qu'on a vu juste avant. To run into. I run into my teacher at the mall. The mall. Mall, c'est le centre commercial. Vous devez connaître ce mot. Non seulement le mall, c'est une institution dans la culture notamment américaine, mais c'est donc bien évidemment un mot que vous allez rencontrer très très souvent. Et la version britannique de mall, c'est the shopping center, exactement. Alors, peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a plus aucune annotation sur le tableau? Ben écoutez, ça m'était jamais arrivé en plusieurs années, mais il s'est éteint tout au milieu de la vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé et je n'arrive plus à retrouver les annotations, mais ce n'est pas grave puisque vous les avez sur la vidéo. Donc, mall, c'est l'institution culturelle américaine. Alors, je sais quand je dis culturel et que je parle de centre commercial, certains d'entre vous, à juste titre, vous faites des bons. Mais je parlais de la culture au sens large, d'accord? C'est-à-dire ce qui fait partie des us et coutumes d'un peuple, d'une nation, d'un groupe d'individus, etc. donné, ok? Shopping center. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est la head, exactement. Et to head for, c'est se diriger vers, en direction de. We're heading for the beach. On se dirige vers la plage. Attention, to head for, se diriger vers. Celui-ci, il est aussi franchement pas très transparent, vous voyez? Et pourtant, il est relativement courant. Un step, qu'est-ce que c'est? C'est un pas, ok? Et to step, c'est faire un pas. In, dans, donc c'est intervenir. Et regardez, en français, le mot, il est construit quasiment de la même façon. C'est venir, inter, donc venir entre, intervenir, ok? The teacher had to step in to settle the dispute, okay? To settle the dispute. The teacher had to step in to settle, pas to settle, non, to settle. Je vais refaire l'exemple là. To settle the dispute. The teacher had to step in to settle the dispute, all right? Sauter, c'est to jump. To jump on, c'est sauter, saisir, sauter sur une occasion, saisir une occasion. For example, he jumped on the opportunity to travel. Okay? Il a sauté sur l'occasion de voyager. Celui-ci, il est facile, il est assez transparent. Mais alors, le suivant, pas du tout. To set, c'est mettre, placer, d'accord? To set, verbe irrégulier. To set off, ça veut dire déclencher, par exemple, une alarme. To set off an alarm, déclencher une alarme, d'accord? Ça veut dire aussi partir. We set off on our trip early in the morning. We set off on our trip early in the morning. Nous sommes partis en voyage tôt le matin, ok? We set off on our trip, ok? Autre exemple que je vous ai donné, to set off an alarm, déclencher une alarme. Et celui-ci, vous le connaissez, on l'a vu. To take, c'est prendre, exactement. To take off, c'est soit enlever, soit décoller. Et là, j'ai choisi l'exemple de décoller. The plane took off on time. L'avion a décollé à temps.
To cheer, c'est crier pour encourager quelqu'un. To cheer up, c'est remonter le moral. Watching comedies cheers me up. Pourquoi on a S? Parce que c'est l'activité c'est le visionnage de comédie, donc troisième personne du singulier qui me remonte le moral. It cheers me up. It cheers me up. OK? To break, c'est casser. To break down, et là, c'est pas intuitif, mais c'est très intéressant. C'est à la fois craquer émotionnellement, mais c'est aussi, je vous le donne parce que ça pourrait vous servir en voyage. Attention, retenez bien. C'est aussi tomber en panne. To break down. Et pas down, hein. C'est pas to break down, I don't break down, no. To break down. Donc, she broke down after the bad news. Elle a craqué après les mauvaises nouvelles. Ou vous pouvez dire aussi un exemple avec tomber en panne. The car broke down. La voiture tomba en panne. To calm. To calm, vous ne prononcez pas le L. To calm down, c'est se calmer. For example, calm down, everything will be okay. Calme-toi, tout ira bien. Bon, celui-ci, il est transparent, contrairement au précédent. Easy peasy, isn't it? Et la bonne nouvelle, c'est que tout ceci est facile, chers amis, puisque vous pouvez tout télécharger, tout ce que vous voyez dans la vidéo. Toutes les slides, elles sont disponibles pour vous en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description. Et vous avez même un quiz d'application qui reprend certains de ces verbes, ceux que vous avez dans la vidéo, pour voir si vous avez bien mémorisé, bien assimilé. Ça vous permettra de mettre en application. Maintenant, aux phrasal verbs d'emotion. Et là, on commence par une émotion particulièrement forte, la panique. Quand vous freak out, c'est vraiment que vous paniquez. For example, she freaked out when she saw, what did she see? She saw the spider. Oh my goodness. All right. Warm, ça veut dire chaleureux. To warm up, ça veut dire commencer à aimer. To warm up to. Et simplement, to warm up, ça veut dire aussi s'échauffer. D'accord? Comme ceci. Bon, celui-ci, vous le connaissez sans doute. Si vous aimez bien, par exemple, la Formule 1, si vous aimez bien le sport, c'est sans doute déjà un phrasal verb que vous avez rencontré. Et to warm up to, c'est littéralement s'échauffer à l'égard de, donc commencer à aimer quelque chose. Ici, c'est a figure of speech. C'est au sens figuré. I'm warming up to the idea of improving my English with I speak, spoken. Bonne idée. Ensuite, to look, c'est regarder. To look up to, ça veut dire admirer quelqu'un. Many people look up to him for inspiration. Beaucoup de gens l'admirent pour trouver de l'inspiration. Donc en fait, techniquement, c'est beaucoup de gens regardent vers lui, vers le haut, parce qu'ils l'admirent, d'accord? Donc beaucoup de gens s'inspirent de lui parce qu'ils le respectent, d'accord? Donc beaucoup de gens l'admirent pour trouver de l'inspiration. Vous pouvez le traduire de manière différente et plus ou moins, si je puis dire, c'est le cas, inspiré. To look up to someone, ça veut dire respecter quelqu'un, admirer quelqu'un. Ok, I look up to him. Donc faites bien attention. Ici, vous avez une particule et une préposition pour introduire l'objet derrière qui est him. Lui, ça pourrait être bien évidemment her. Pas de jaloux, elle. Alright? Attention, ce n'est pas to wind up. Non, c'est to wind up. To wind up, ça veut dire finir par. Regardez. You'll wind up regretting it. On met bien ing. D'accord? D'ailleurs, vous pouvez mettre un seul T. Vous pouvez l'écrire comme ça. You'll wind up regretting it. Alright? Tu vas finir par le regretter. To chill out, c'est se détendre. I'm just chilling. Je suis juste en train de me détendre. Chilling, ok? De me relaxer.
just chill out, we have plenty of time, relax, tranquille, détends-toi, nous avons beaucoup de temps. To feel, c'est sentir, ressentir. Donc là, on est vraiment dans l'émotion. To feel up to, c'est se sentir capable de. So I don't feel up to going out tonight. Je ne me sens pas capable de sortir ce soir. Vous pouvez simplement dire, si vous voulez faire les choses de manière plus simple, parce que en fait, ces phrasal verbs, ce qu'il faut faire en premier, c'est les comprendre. D'accord? Faut pas les apprendre par cœur pour vous dire, tiens, je vais les placer à ce moment-là, ou tiens, comment on dit ça? Je l'ai vu il y a 2 mois dans ce cours. Attends, je me souviens plus. Non. Ça vient petit à petit, ça vient de manière automatique. Il faut d'abord les comprendre, d'accord? C'est très important. Vous pourriez simplement dire I don't want to, okay? I don't want to go out tonight. I don't feel up to going out tonight. C'est la même chose, quasiment, ok? Ah, celui-ci, il est très intéressant. Ça, je l'utilise souvent personnellement. Celui-ci, un petit peu moins, mais les deux sont courants. Celui-ci, un petit peu plus d'ailleurs. To get over, c'est se remettre de. Et on pourrait même dire get over it. Ça va, passe à autre chose, d'accord? So, it took him weeks to get over the flu. Ça peut être une maladie, mais ça peut être aussi une épreuve morale, d'accord? It took him weeks to get over the flu. The flu, c'est la grippe, d'accord? À retenir aussi 3 lettres, c'est quelque chose de très courant, malheureusement. Passons aux phrasal verbs de communication. To bring up. To bring up veut dire mentionner. Vous voyez, on passe de to bring qui signifie apporter et vous rajoutez simplement up et là ça change tout et ça devient mentionner, aborder. He brought up an interesting point. Il a abordé un point intéressant. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Encore une fois, on passe de aborder à mentionner simplement en rajoutant up au verbe de base to bring. OK? He brought up. Évidemment, c'est le verbe irrégulier. To point out, c'est signaler. C'est extrêmement courant. She pointed out the main issues. Et un issue, c'est un problème, mais c'est pas un problème extrêmement grave, c'est une difficulté à résoudre. D'accord? C'est pas un problème, mon Dieu, c'est la catastrophe. C'est simplement une difficulté à résoudre, un obstacle à surmonter. She pointed out the main issues. Easy, ok? To speak, c'est parler. To speak up, c'est parler plus fort. I cannot hear you. Could you please speak up? Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Ok, I can't hear you. Speak up, please. Par exemple, vous avez toute une audience devant vous, un public, et vous entendez absolument rien. Une personne, elle pose une question, elle n'a pas allumé le micro. Speak up, please. Et là, justement, vous dites, parle plus fort, s'il te plaît. Speak up, please. All right? To get, c'est obtenir. To get back, c'est retourner à l'expéditeur. To get back to, c'est revenir vers quelqu'un pour lui fournir une réponse. To get back to, simplement, to reply. D'accord? Reply. Answer. To get back to, c'est répondre. I'll get back to you with an answer. I'll get back to you with, et pas with, with an answer. Exactly. To lay out, c'est exposer. Vous voyez, ce out, il va renforcer le sens premier du verbe. To lay, donc là, c'est vraiment exposer. He laid out his plans for the project. Facile, il a exposé clairement ses plans pour le projet. To catch, c'est attraper. To catch up, c'est rattraper. Mais on parle ici de nouvelles ou alors de ragots, par exemple. Let's catch up over coffee. Rattrapons, le temps perdu autour d'un café. To catch up. Attraper, attraper à nouveau, rattraper, comme on dit faire, refaire. Nous, on le met avant et on le colle au verbe. En anglais, c'est une particule et elle est séparée du verbe. OK? To fill, c'est remplir. To fill in, c'est
informer, mais c'est aussi remplir. Parfois, un phrasal verb a exactement le même sens que le verbe de base. Et là aussi, chers amis, malheureusement, c'est arbitraire. So, could you fill me in on what happened? So, we have to be very precise here, okay? Regardez bien. To fill someone, donc informer quelqu'un. In, donc le in c'est pour dire informer, to fill in, to fill someone in, à propos de quelque chose. Donc vous avez à la fois une particule, mais vous avez aussi la préposition pour indiquer, pour introduire l'objet. À propos de quelque chose. On, à propos de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé. On what happened. Could you please fill me in on what happened? Ici, l'ordre des mots n'est pas forcément instinctif, ça demande un peu de pratique, un peu de gymnastique intellectuelle ensemble. On a vu to take off, qui est décoller ou enlever. Et vous pouvez aussi rajouter cette particule à to take, qui est over. Et là, c'est plus décoller, c'est plus enlever, c'est prendre le contrôle. Ou alors, il y a deux sens, soit prendre le contrôle, soit discuter de. Par exemple, we need to talk over the details. Il faut que nous devons discuter des détails. Est-ce que vous savez dire épeler en anglais, chers amis? To spell, exactly, to spell. D'ailleurs, a spell, c'est aussi un sort. Si je vous jette un sort, ça sera a spell. OK? Donc, je ne vais pas vous jeter de sort, mais je vais essayer de vous aider au niveau de votre anglais. Et notamment, pour vous indiquer le sens de to spell out, qui signifie expliquer clairement. Donc là, on est quand même très proche. Vous voyez, quand on épelle, on explique clairement dans le détail, lettre après lettre. Et ici, to spell out, c'est expliquer clairement. Donc en français, qu'est-ce qu'on fait? On adjoint un adverbe de manière qui indique la façon dont on explique. Ici, clairement, en anglais, on ne le fait pas avec un adverbe, on le fait avec une particule. To spell out, he spelled out the terms of the agreement. Si vous faites de l'anglais pour le travail, vous devez connaître ce mot, les termes, la configuration, d'accord? Comment l'accord, si je puis dire un peu familièrement, est fagoté, d'accord? C'est quasiment les tenants et les aboutissants. All right? Yes? Parfois, pour mention légale, et même très souvent sur les sites web, vous verrez terms, c'est les mentions légales, d'accord? And conditions. Parfois, c'est les conditions générales de vente, les CGV, d'accord? CGV, pardon. Conditions générales de vente. J'en perds mon français. So, he spelled out the terms of the agreement. All right? Expliquez clairement. Et enfin, pour conclure cette catégorie concernant les phrasal verbs de communication courant, nous avons to touch. To touch, c'est toucher. To touch on. Là, c'est plus au sens figuré, c'est aborder rapidement. The lecture will touch on several topics. Vous voyez, c'est vraiment la conférence abordera plusieurs sujets. Alors, quand on dit the lecture, c'est un peu un exposé magistral sous forme de conférence. Il y a un côté très académique quand on dit lecture, mais attention, ça n'a rien à voir avec la lecture. La lecture, l'activité de lire, c'est... Vous l'avez? Je vous écoute. Vous l'avez. Bravo. Lire, c'est to read. L'activité de, c'est faire quelque chose. Qu'est-ce qui indique qu'on fait en anglais? ING. C'est donc reading. Exactly. La lecture. The lecture, c'est le cours, l'exposé magistral, la conférence. The lecture will touch on several topics. Et voyez, comme je dis pas several, mais several. All right? On n'oublie pas l'accentuation en anglais. Passons maintenant aux phrasal verbs de changement. Regardez. Évidemment, on commence par change, qui est notre verbe de base, et on va lui adjoindre la particule over. Et là, ça signifie changer de, passer à. Par exemple, regardez. The company is changing over, donc change de, mais attention,
De, c'est la préposition qui introduit le complément en français, sauf qu'en anglais, ça ne sera pas avec over. On rajoute une préposition qui est to. So, the company is changing over to a new computer system. Un nouveau système informatique. Est-ce que vous vous souvenez comment on dit logiciel? Je vous le donne en passant parce que c'est un terme vraiment très courant en anglais. Yes. Software. Exactly. Maintenant, est-ce que vous savez dire l'interrupteur? L'interrupteur, c'est le switch. Et on, ça veut dire que vous allumez. Off, vous éteignez. D'accord? On, ça serait allumé. Don't forget to switch off the lights. Vous allez me dire, mais Adrien, est-ce que je peux pas dire to turn off et on? Si, bien sûr, vous pouvez. Mais parfois, vous avez 2, 3 phrasal verbs pour dire quasiment la même chose. To turn into, se changer en, signifie se transformer en. C'est presque se métamorphoser et c'est pour ça qu'on parle de la chenille qui se transforme en papillon. The caterpillar turned into a butterfly. OK? Turned into a butterfly. Et c'est caterpillar. Caterpillar. OK? C'est pas caterpillar. Non, caterpillar. Vous voyez ici que vous avez une apostrophe qui nous indique que l'accent tonique se fait sur cette première syllabe. To mix, c'est mélanger et to mix up, c'est un phrasal verb très courant qui signifie confondre, d'accord? I always mix up their names. Vous pourriez dire aussi I always mix their names up. Mais je sais pas si vous le sentez, c'est moins fluide, c'est plus facile de dire I always mix up their names, ok? C'est vraiment juste une question de style. Quand votre complément, il n'est pas un pronom personnel, quand c'est pas him, her, you, etc., vous avez le choix de le mettre avant ou après la particule. Par contre, on ne dit pas I always mix up it. On dit I always mix it up. OK? Mix it up. Le confondre. On ne peut pas dire I always mix up it. Ça ne marche pas. Quand vous avez un pronom personnel, que ce soit it, him, her, you, me, etc., vous devez le mettre entre le phrasal verb et la particule, si évidemment c'est votre objet. Si c'est le sujet, vous le mettez avant le verbe. Par exemple, ici, I. Alright? Un phrasal verb qui revient souvent, peut-être un peu moins courant, mais tout de même, qui signifie disparaître petit à petit, to fade away. Vous voyez, vous éloignez, away. To fade away. The music faded away. A disparu peu à peu. Ça veut dire en français un peu soutenu, s'estomper. To fade away. OK? To grow into, c'est grandir pour devenir quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, he will grow into his new role. Ça s'écrit, ça s'utilise aussi au sens donc figuré. Il grandira dans son nouveau rôle. Let me repeat. He will grow into his new role. Et pas rôle, mais bien role. OK? Ensuite, celui-ci, vous devez absolument le connaître. Il est extrêmement courant. To give, c'est, vous l'avez? Yes, exactement ça, c'est donner. OK? Et quand vous rajoutez la particule up, ça change totalement le sens du verbe. C'est abandonner. Et en fait, en français, on le fait aussi, mais on s'en aperçoit pas parce que c'est intuitif. En tout cas, au moins, si c'est votre langue maternelle, par exemple. Vous avez bien donné et ça veut dire mettre au banc, exclure. Donner pour exclure, abandonner. To give up. Évidemment, c'est un verbe irrégulier. I gave up smoking last year. To give, gave. Je vous laisse réfléchir au troisième pendant que je le note au tableau. To give, gave, given. Exactement. Je vois que certains suivent. Bravo. Si vous ne le saviez pas, ce n'est pas grave. Zéro stigmatisation chez I Speak Spoke Spoken. On est là pour progresser in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur.
To take, c'est prendre. To take up, c'est se mettre à commencer. Par exemple, she took up yoga to relax. Elle a commencé, elle a débuté. Elle s'est mise au yoga pour se détendre. She took up yoga to relax, ok? Et c'est pas to relax, to relax. Vous voyez, la différence, c'est énorme. To cut. Couper, to cut. Cut out, c'est éliminer. I'm trying to cut out sugar from my diet. J'essaye d'éliminer le sucre de mon alimentation. Diet, c'est l'alimentation au sens de régime alimentaire, d'accord? Pas que quand on veut maigrir, c'est simplement ce qu'on mange ou ce qu'on souhaite manger. Diet. I'm trying, to cut out sugar from my diet. Dernier exemple ici, to shake. Shake, c'est secouer comme ça. To shake up, c'est secouer, bouleverser, par exemple. The new manager, what did he do? He really shook me up. No, not me, but the company. The new manager shook up the company. Il a vraiment secoué, il a remué même, on pourrait dire, il a remué l'entreprise. Passons maintenant dans cette cinquième partie sur les phrasal verbs pour les relations. Par exemple, to get along qui signifie bien s'entendre. They get along very well, ok? Ils s'entendent très bien. To get, c'est obtenir, d'accord? Récupérer. To get along, ça veut dire bien s'entendre. Vous voyez? Là, on peut pas deviner facilement le sens. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo pour bien structurer, votre apprentissage des phrasal verbs, mais en quelque sorte, vous mâchez, si je puis dire, le travail pour vous donner une sélection qui soit aux petits oignons et qui fasse vraiment sens, à la fois parce que c'est pas facile de détecter le sens, donc il faut les voir à un moment donné, dans un cours, mais aussi parce qu'ils sont vraiment très courants. Vous imaginez bien que bien s'entendre avec quelqu'un, on est vraiment dans le registre de l'anglais à connaître, même si vous n'avez pas un niveau, entre guillemets, extraordinaire. So, to meet, c'est rencontrer. To meet up, c'est se rencontrer, se retrouver. Let's meet up after work. Adrien, mais on pourrait pas simplement dire let's meet after work? Oui, bien sûr. Mais le fait de rajouter ce up, ça renforce ici le sens initial du verbe de base qui est to meet et qui signifie rencontrer, voyez? Donc, c'est une nuance, mais il y a quand même une petite différence entre to meet et to meet up. Alright? To break, c'est casser. To break up, c'est rompre, notamment pour une relation amoureuse. They broke up last month. Ils ont rompu au sens de ils se sont séparés le mois dernier. Et est-ce que vous vous souvenez de to break down qu'on a vu presque juste avant. Mais dans cette vidéo en tout cas. To break down, c'est tomber en panne. To break up, rompre. Donc vous voyez, un même verbe de base, to break, qui signifie casser, peut avoir des sens totalement différents lorsqu'il devient un phrasal verb. To fall, c'est tomber. To fall out, c'est bien différent, c'est se brouiller. Alors, to fall, c'est un peu négatif, vous voyez. To fall out, c'est franchement négatif. Donc là, vous avez une cohérence à ce niveau-là, mais c'est tout, j'ai presque envie de dire. So, they fell out over something trivial. Alors, il y a plein de choses à dire ici. Regardez, c'est très intéressant parce qu'évidemment, to fall, c'est un verbe irrégulier, donc c'est fell au prétérit, au passé, exactement. Maintenant, to fall out, c'est se brouiller. Et quand vous voulez dire à propos de quelque chose, pour dire à propos ici, il faut le faire avec over, qui est notre préposition. Out, c'est notre particule. Et trivial, ça veut dire banal en anglais. En français, ça veut dire vulgaire. OK? C'est différent. C'est le même mot, pas la même prononciation et des sens bien différents. Vulgaire en français, simple, banal en anglais. Exactement. They fell out over something trivial. Easy. Se brouiller. To fall out.
Alors ça, qu'est-ce que c'est? Oui, alors mon doigt, effectivement, mais c'est surtout le crochet hook. OK? Et to hook up, ça veut dire se rencontrer, se crocheter, si je puis dire littéralement, se connecter. C'est assez familier, mais sans plus non plus. Rien de vulgaire. They hooked up after the concert. Ils se sont rencontrés après le concert. To hook up after the concert. Ensuite, to stand. To stand, c'est être debout. Par exemple, I'm standing. Et to stand up, c'est soutenir ou c'est aussi se mettre debout. Stand up, please. Mettez-vous debout. OK? My family stands by me. Me soutient. Littéralement, c'est ils sont debout à côté de moi. They stand by me. Ici, c'est au centre figuré. Ils me soutiennent. To make. Qu'est-ce que c'est to make? Souvenez-vous de made in France. C'est fabriqué en France. To make, c'est fabriquer, faire. Et ici, to make up, c'est le contraire de ce qu'on a vu juste avant. To fall out, c'est se rabibocher, se réconcilier. J'aime bien le mot rabibocher en anglais. Ah, en français, décidément. Je trouve qu'il est assez joli au niveau du son. Rabibocher. To make up, c'est donc se réconcilier. To make, faire. Up, c'est faire en plus. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, hop, on répare, on réconcilie. They made up after the argument. Alors, argument, c'est pas l'argument, hein. C'est la dispute. Argument. Alright? Et to argue, ça veut dire, je vous donne le passage. To argue, ça veut pas dire arguer, débattre. Je sais que les Français aiment bien ça, par exemple. Mais ici, c'est pas to argue, c'est se disputer. To look, c'est regarder. To look after, c'est surveiller, s'occuper de. For example, can you look after the pets while I'm away? OK? Facile? OK, je rajoute rien alors. To run, comme ça, c'est courir. Exactement, vous avez vu l'effet de malade. To run after, c'est poursuivre. Is always running after the latest gadgets. Gadgets. OK? To run after, c'est simplement poursuivre. Mais c'est aussi au sens là, métaphorique du terme, hein, bien évidemment. OK? Ça peut être aussi le policier qui court après le voleur. Alright? Bon, je vais pas me remettre à courir, mais vous avez compris. To turn, c'est tourner, par exemple. To turn, I'm turning the pen. Alright? To turn to, c'est se tourner vers. She turned to her friends for support. Support, c'est le soutien, au sens de soutien moral, par exemple. She turned to her friends. Elle s'est tournée vers ses amis. Et voici un phrasal verb qui est aussi très très connu, c'est cueillir, ramasser, récupérer. Mais ça peut être aussi récupérer quelqu'un, par exemple, au passage, quand vous êtes en voiture, c'est to pick up. OK? So, can you pick up some milk? Can you pick me up at the station? Est-ce que tu peux me récupérer à la gare? Can you pick? Et là, vous voyez comment on met le pronom personnel entre le verbe de base et la particule. Can you pick me up at the station? All right. Est-ce que tu peux me récupérer à la gare? Can you pick up some milk? Est-ce que tu peux prendre du lait? Facile? Facile. To fill, c'est remplir. Et to fill out, c'est aussi remplir, par exemple, un formulaire ou une application, les fameuses applications, les candidatures, les demandes, les formulaires qu'on a tous remplis pour la 23 millième fois avec exactement les mêmes informations qu'on a aussi données 26 000 fois. Mais malheureusement, you have to fill it out, sir. I'm sorry. You have to fill out the form. Okay? Or the application. You need to fill out this application. Qu'est-ce que c'est? A form, c'est un satané formulaire, ok? Form, formulaire. Facile pour nous français ou francophones, bien évidemment. Et là, j'aurais presque pu le mettre dans les phrasal verbs de changement. J'ai choisi de le mettre dans les phrasal verbs dits utilitaires, c'est-à-dire en gros, vraiment pratique, d'accord? Qui reflète une activité
très bien délimitée, pas du tout abstraite. To turn on, qui est allumé. Je vous en ai parlé. To turn off, c'est éteindre. Turn on the heater, it is cold. OK? Allume le radiateur, je me gèle. Il fait froid. It is cold. Ce phrasal verb, je suis sûr que vous l'avez vu, c'est to set up. Au moins, par exemple, si vous êtes dans l'informatique. Est-ce que vous avez déjà vu ça sous forme de nom? Et set up, c'est tout attaché, une installation. Donc, to set up, c'est organiser, installer. Par exemple, we need to set up the meeting. Meeting, vous devez absolument le connaître. C'est la réunion, d'accord? Si vous avez besoin de la langue de Shakespeare dans votre activité professionnelle, vous devez connaître le mot meeting, qui signifie meeting, la réunion. Exactement. To hold, c'est et pas to hold. On hold pas en anglais, to hold, ok? C'est attendre lorsqu'on rajoute on, puisque hold tout seul, c'est tenir. Et peut-être que vous l'avez déjà entendu au téléphone. Hold on a sec. Attends une seconde. Hold on, I'll check for you. Attends, je vais vérifier pour toi. Ou rester en ligne. Vous le dites en anglais. Hold on the line. Et pas hold on online. Parce que si je vous disais hold on online, ça veut dire reste en ligne, mais en ligne sur Internet. C'est bizarre, ça sonne bizarre. Là, c'est au téléphone. Hold on the line, please, sir. OK? Perfect. Deux phrasal verbs toujours très pragmatiques. C'est pour ça que je vous ai mis utilitaire, que vous retrouverez sur Internet et ou en voyage. To log in, c'est se connecter à un système informatique. Donc, quand vous vous déconnectez, si c'est pas in, c'est se connecter. To log in, c'est to log out. Exactement. Et parfois, vous aurez aussi to log off. Pour dire se déconnecter, c'est exactement la même chose. So, you need to log in to access the files. To log in, il faut vous connecter. To, c'est pour, en fait, c'est afin de, dans le but de, si vous souhaitez, to access the files. Si vous souhaitez accéder aux fichiers. You need to log in to do what? To access the files. Perfect. Celui-ci, il est primordial. Quand vous faites le check-out, qu'est-ce que vous faites? Vous vérifiez. Donc, to check, c'est vérifier. To check out, c'est vérifier. Mais c'est surtout dans un hôtel. Quand vous partez de l'hôtel, vous faites le check-out. You check out. Quand vous rentrez dans un hôtel, vous donnez votre nom, j'ai réservé une chambre, etc. Vous savez, c'est le moment où vous demandez si la réceptionniste n'est pas en train d'écrire un roman sur son clavier, parce que vous dites ça dure, et moi j'ai juste réservé une chambre. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, chers amis? Dites-moi dans un commentaire si vous trouvez que j'exagère sur l'anecdote ou c'est aussi quelque chose que vous avez ressenti. C'est to check, parce qu'on n'oublie pas notre phrasal verb, to check in. Exactement. You should check out what? That new movie. Ce nouveau film. To work, c'est travailler. To work out, c'est faire de l'exercice, du sport, de l'aérobic, d'accord? Oui, je sais, c'est pas terrible comme ça, mais c'est simplement un titre d'image, chers amis. Ne soyez pas trop durs. Je fais le maximum. To work, travailler, to work out, faire de l'exercice, mais c'est aussi trouver une solution. Un phrasal verb, deux sens. OK? Trouver une solution. I work out at the gym 3 times a week. Good for you. 3 times a week. 3 fois par semaine. Comment vous dites 5 fois par semaine? 5 times a week. Comment vous dites 4 fois par mois? Allez-y, sinon ça sert à rien. Moi, j'arrête la vidéo. Yes, c'est ça. 4 times a month. 4 times a month. Very nice. Passons maintenant à to hang out. To hang out, c'est passer du temps, c'est presque traîner avec ses potes, par exemple. We like to hang out at the coffee shop. Alors, coffee shop, je l'ai traduit par café parce que c'est le sens le plus proche, mais ce n'est pas le bar PMU du coin, d'accord? C'est plus le Starbucks. On soit bien d'accord, c'est pas exactement
le même concept, ok? Et d'ailleurs, dans Google, essayez, vous tapez Hangout, humoriste français, et vous verrez, vous avez un humoriste dont le nom m'échappe, je suis désolé, qui fait un sketch en anglais très très drôle où il explique tout ce qui lui est arrivé, toutes les péripéties qui se sont déroulées au début de son séjour aux États-Unis lorsqu'il ne comprenait pas forcément ce que veut dire hangout, que ce soit avec la jante féminine ou la jante masculine. Mais c'est vraiment assez drôle et c'est parfait pour réviser son anglais. To dress, c'est se vêtir. To dress up, c'est s'habiller généralement élégamment. For example, she dressed up for the wedding. OK? To dress up, habille-toi correctement, habille-toi bien. OK? Yes? C'est tout bon? OK. Parfait. Alors, chill out, c'est vraiment quand on y va tranquille. C'est se détendre. I'm just going to chill out at home, à la maison. Ça, si vous connaissez pas cette expression de toute urgence, faut absolument l'apprendre. Ça, c'est le vocabulaire de base à connaître. At home et pas at home. Hein. On n'est pas at home in English. You are at home in English. All right? Perfect. So you're going to do what? You're going to chill out at home tonight. Ce soir, tonight. Je sais que ça veut dire cette nuit. Mais on l'emploie bien plus souvent que si on fait une traduction mot à mot, nous francophones, on aura plutôt tendance à dire this evening. Non, tonight, c'est mieux. Ensuite, to eat, ate, eaten. Yes, c'est manger. Mais to eat out, c'est manger out, dehors, à l'extérieur. We eat out at a restaurant every Friday. Good for you. Must be expensive. Every Friday is a lot. It's one time per week. We eat out at a restaurant et pas at a restaurant. Non, c'est pas un restaurant, c'est a restaurant every Friday. Nice. On a vu précédemment to turn on qui signifie allumer comme switch on. Switch off, turn off, turn down. C'est presque pareil. C'est baisser le volume. C'est pas l'éteindre complètement. Quand vraiment vous éteignez la musique, c'est to turn off. Mais ça veut dire aussi to turn down an offer, for example, c'est décliner une offre. C'est refuser. D'accord? He turned down the job offer. OK? He declined the job offer. OK? Declined. To decline, c'est pas décliner au sens du déclin, hein? C'est refuser. Very important. To settle on, alors là, c'est un petit peu moins courant. Si vous n'avez pas déjà un niveau intermédiaire, vous pouvez le laisser de côté, mais je voulais être complet dans cette vidéo, donc je voulais aussi mis. Je vous rappelle que vous avez 100 phrasal verbs, donc c'est vraiment massif. Je sais que c'est dense comme cours, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je vous ai mis des parties, que j'ai pas surchargé chaque slide. Vous en avez 3 maximum de ces phrasal verbs. Et en plus, vous pouvez non seulement regarder la vidéo si souvent que vous le voulez, mais vous pouvez aussi faire partie par partie, chapitre par chapitre. Et tout ce que vous avez à l'écran, je vous le rappelle, vous pouvez le récupérer en cliquant sur le i en haut à droite. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que comme ça, vous aurez tout sur l'ordinateur ou sur votre tablette et vous pourrez y revenir quand vous le souhaitez. Vous ne voyez pas le i en haut à droite. D'ailleurs, c'est peut-être parce que vous êtes sur tablette ou sur mobile. Là, c'est différent. Sur YouTube, il suffit de cliquer. Excusez-moi, je suis en train de marcher sur le fil. Voilà, c'est mieux comme ça. Sur le lien en dessous qui est dans la description. Alright, to settle on, c'est se décider pour. We finally settle on a vacation destination. Vacation destination. Vous voyez comme je prononce, je dis vacation destination. Nous avons finalement choisi une destination pour les vacances. A vacation destination. To give, c'est donner. To give in, c'est céder. I gave in and ate the chocolate. Je comprends parfaitement, ça m'arrive. Perso, je ne sais pas si vous êtes comme moi aussi. Vous pourriez dire I gave up and I ate
the chocolate box. The whole chocolate box. Toute la boîte de chocolat. Ça ne nous arrive jamais. Ça ne viendrait pas à l'idée de manger toute la boîte de chocolat, n'est-ce pas? The whole chocolate box. The whole, ça veut dire l'entière, toute là, d'accord? The whole chocolate, chocolate, chocolate. Vous voyez, c'est pas chocolate. Non, chocolate. Là, vous n'avez pas de voyelle, d'accord? Cha, que, mais celui-ci, il n'est pas prononcé en fait. Chocolate, chocolate. Alright? Chocolate box. Chocolate box. Perfect. So, maybe you gave in or you gave up. Alright? On arrive maintenant, chers amis, sur la dernière partie de cette vidéo. Je sais, c'est dense, mais c'est tellement indispensable de bien connaître ces phrasal verbs. Si vous les maîtrisez, je vous garantis que ça changera votre anglais, à la fois en termes de compréhension, mais bien évidemment aussi en termes d'expression. So, attention, mode postillon activé. To go through, on s'en fiche, vous inquiétez pas. Il y a toi, il y a moi, il n'y a personne d'autre dans la vidéo. On y va. To go through, with. Vu le nombre de plaisanteries plus ou moins réussies et surtout moins que plus que j'ai aligné depuis le début de la vidéo, s'il y a quelqu'un qui devrait avoir honte, c'est seulement moi. Donc, n'hésitez pas à prononcer. Ça peut pas être pire, chers amis. OK? To go through with. With. Sérieusement. Faites-le, mais vous mettez la langue entre les dents du bas et les dents du haut et vous faites passer. With. Regardez. With. Through. With, through. To go through, ça veut dire mener à bien, en sens de décider et se lancer. To go through, mener à bien quelque chose. Ici, il faut l'introduire par une préposition. Notre préposition, c'est with. To go through, procéder à, with, the surgery. Surgery, c'est l'opération, mais au sens chirurgical, d'accord? Par exemple, appendicite, ce que vous voulez, changement de la hanche, enfin, vous m'avez compris. She decided to go through, enfin, plutôt poser une prothèse de hanche. To go through with the surgery. Well done. Passons maintenant aux phrasal verbs, à la fois de solution, de résolution et pour décrire un obstacle. Par exemple, to run, c'est donc courir. Et to run out of, c'est manquer de. C'est la pénurie, d'accord? We've run out of milk. Et l'apostrophe not W, but VE, ici, c'est la contraction de have. C'est le present perfect parce que to run, c'est un verbe irrégulier et ça ne va sûrement pas donner runned. Ça n'existe pas, c'est hors de question. C'est simplement run au participe passé. So we have run out of milk. Milk, bon, le lait, parfait. To deal, c'est distribuer, d'accord? To deal with, c'est pas distribuer, mais c'est gérer. Vous voyez, on n'est pas très loin de distribuer. To deal with, s'occuper de, au sens de traiter un problème ou traiter une problématique, mener quelque chose à bien. We need to deal with these issues. On doit s'occuper, on doit gérer ces problèmes. Et là, vous voyez, issues, d'ailleurs, c'est très ironique parce que on a le mot issue qui est le mot français pour dire solution qui permet de décrire une difficulté, un problème. Parce que problem, c'est vraiment quand vous avez un gros souci. Issues, les issues, c'est plutôt les difficultés, d'accord? Désolé pour ma magnifique écriture, difficulté. Voilà, je suis absous de tout péché orthographique maintenant. To put up with, tolérer. To put up with. Ça va nous permettre d'introduire notre complément. I can't put up with what? This noise anymore. Je n'en peux plus. Le voisin adore jouer avec sa perceuse quand je fais une vidéo. I can't put up with this noise anymore. True story.
Maintenant, pour celui-ci, on va pas le décortiquer parce que je pense que vous allez perdre votre temps. Là, il faut simplement l'apprendre par cœur et ça signifie se débarrasser de. To get rid, et c'est pas off, mais c'est bien of. Se débarrasser de. We got rid of what? All the old furniture. Et furniture, c'est les meubles sans S. Et un meuble, c'est a piece of, et pas off, a piece of furniture. Alright? Faites très attention. Ici, il n'y a pas de S parce qu'en fait, les meubles, c'est considéré en anglais comme un nom collectif. C'est pour ça qu'on dira les meubles est. Your furniture is beautiful. Sont magnifiques. C'est juste un nom collectif, un tout. Donc, c'est pour ça que c'est est et pas sont. Alright? To come up. Hop, ça surgit. To come up, ça vient en haut. To come up with. Trouver une idée, une solution. Boum, vous avez un éclair de génie. He came up with a great idea for the project. He came up with a great idea for the project. For. Et pas for. C'est pas for, hein, c'est for. For the project. Project. Accent tonique ici sur la première partie du mot. To wrap up, c'est conclure, finir, terminer. Et notamment un meeting, une réunion. Let's wrap up this meeting. Et attention, c'est pas let's wrap. You don't wrap in English. You wrap. Alright? Le W ne se prononce pas. D'ailleurs, comment vous dites écrire? Comment vous le prononcez? To write et pas to write. Jamais. To write. To wrap up. Let's wrap up this meeting. On finit, on conclut. To wrap up, c'est aussi emballer, par exemple, pour un cadeau, d'accord? To wind down, c'est se détendre, diminuer. C'est presque comme to relax, to chill out. I need to wind down. I like to wind down with a book before bed. Okay? I like to wind down with a book before bed. Et c'est pas wind, parce que le wind, ça existe, mais c'est le vent. Exactement la même orthographe, mais pas du tout la même prononciation. Vous voyez ici que la voyelle est totalement différente. Ici, c'est un i court, wind, et wind, c'est une diphtongue. Presque comme le I de I, wind, I. OK? To wind down. I like to wind down with a book before bed. To finish, vous connaissez finish. Facile, finir. To finish off, là c'est vraiment, vous le terminez complètement, vous l'achevez. Ça se dit aussi, malheureusement, quand on achève quelqu'un, c'est to finish someone off. Alors, à la fois au sens premier du terme, mais aussi au sens métaphorique. So, she finished off the report late at night. She finished off, elle a terminé, the report, le rapport, late at night, tard dans la nuit. Late, c'est tard, at night, dans la nuit. Facile, ok, top. To close, exactement, fermer. To open, ouvrir. Et là, le out, c'est comme un accélérateur d'intensité. Qu'est-ce qui se passe? Il renforce le sens du verbe de base qui est fermé et ça devient donc achever. De fermer, on passe à achever. We need to close out the project by next week. Bon, je vous avoue, c'est pas le phrasal verb. D'ailleurs, on va le mettre en parenthèse. Le plus courant. Mais ça vous montre que une fois que vous avez compris leur fonctionnement, que vous avez vu ces 100 phrasal verbs les plus courants, cette liste hyper concrète, et ben ça vous permet de comprendre très facilement, ou en tout cas beaucoup plus facilement, le sens de n'importe quel phrasal verb que vous allez rencontrer au fil de vos lectures, de l'écoute de vidéos en anglais par exemple, ou simplement les conversations que vous pouvez avoir, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle.
sum, c'est la somme. To sum up, c'est exactement, et non. Effectivement, oui, ça pourrait être additionné, mais c'est aussi, et alors là, faut le savoir, il n'y a pas le choix, c'est aussi résumé. To sum up, ok? Yes, I know. Pas transparent. To sum up, we need to focus on our goals, okay? To sum up, we need to focus on our goals. Easy. Vous voulez le répéter avec moi? Yeah. To sum up, we need to focus on our goals. Vous voyez, franchement, pas si dur que ça l'anglais, n'est-ce pas? Passons maintenant aux phrasal verbs pour parler d'innovation, de changement. Par exemple, to shake, c'est remuer. To shake up, c'est bouleverser, secouer. Souvenez-vous, on l'a vu aussi juste un tout petit peu avant, je pense 5-6 slides avant. The new policies will shake up the industry. C'était le manager qui a shook up the company. Do you remember? Yes, you do. Perfect. So the new policies, ça c'est vraiment très intéressant. Les nouvelles politiques, la policy c'est au singulier, c'est avec un Y. Policies, IES, c'est au pluriel. C'est littéralement la ligne de conduite, la politique, d'accord? The new policies will shake up the industry. The industry, c'est le secteur de manière générale, d'accord? The industry. C'est pas l'industrie au sens de secteur secondaire de l'économie. Non, non, c'est vraiment le secteur. Ensuite, step. Vous vous souvenez le step, ce que c'est? C'est le pas. To step in, c'est intervenir. To step up, on y va franchement, c'est intensifier, augmenter. Par exemple, we need to step up our efforts. We need to step up our efforts et pas efforts. On fait pas de efforts en anglais, on fait des efforts. Yes, I know. C'est super important. Accentuation sur les 3 premières lettres, le E et les 2 F. F, efforts, efforts et pas efforts, non. So we need to step up our efforts. Perfect. Very nice. J'espère que vous voyez bien la traduction. Je pense que oui. Je vais vous la lire de toute façon. Vous vous souvenez de to switch? A switch, c'est un interrupteur. To switch off, ça veut dire éteindre. Le contraire, c'est to switch exactement on. Et to switch up, c'est quoi? C'est changer, modifier. Par exemple, it is time to switch up our routine. Et c'est pas routine, c'est routine. Accentuation sur exactement, la deuxième syllabe. Routine. Perfect. Very nice. So to switch up, en fait, vous pourriez dire tout simplement to change. L'idée ici, c'est pas que vous les employez absolument dans votre vocabulaire, donc de manière active, mais c'est lorsque vous les rencontrez, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, vous les avez bien en mémoire pour en comprendre le sens. To break, c'est casser. To break, casser, passer à travers. To break through, une percée. Vous voyez, c'est très proche du sens en français. Et parfois, vous le verrez sous forme de nom. Donc, attention, tout attaché. Et breakthrough, c'est une percée, c'est une avancée majeure. So, for example, the scientist broke through with a new discovery. Une nouvelle, c'est quoi? Discovery, une nouvelle découverte. Peut-être que vous connaissez Discovery Channel, je crois qu'en français, est-ce qu'on a une chaîne comme ça qui s'appelle Découverte ou Nature, quelque chose comme ça? C'est Discovery Channel, la chaîne découverte que vous avez par exemple aux États-Unis. Scientist et pas le scientiste. Hein. Il n'y a pas de scientiste, il y a un scientist qui est le scientifique. To break through, so he broke through with a new discovery. To roll, c'est rouler, like a rolling stone. To roll out, c'est déployer, lancer.
ça c'est vraiment du jargon d'entreprise que vous allez entendre très souvent. The company is rolling out a new product line. Product, c'est le produit. Product line, c'est la gamme de produits. C'est pas la ligne de produits, c'est la gamme de produits en bon français. The company is rolling out, ok? Elle déploie littéralement. Elle déploie, elle lance une nouvelle gamme de produits. Comment on dit gamme de produits? A new product line, une nouvelle gamme de produits. Bravo! Et ce n'est pas pour rien qu'on est dans l'anglais professionnel, dans le jargon d'entreprise, puisque vous l'avez noté, il s'agit de la catégorie des phrasal verbs d'engagement, d'action. Et je suis sûr, si vous avez travaillé pour une grosse entreprise, ou si vous travaillez pour une grosse entreprise, ou même une plus petite, mais s'il y a de l'anglais, vous avez déjà entendu parler du kick-off, c'est le lancement, le commencement. Donc, to kick, c'est comme ça, frapper. To kick off, c'est démarrer. Par exemple, the event kicks off at 8 p.m. 8 p.m., 20 heures. Qu'est-ce qu'est 8 a.m.? Vous n'êtes pas obligé de mettre les points, c'est comme vous voulez, c'est exactement ça. C'est 8 heures du matin, bravo. The event kicks, on n'oublie pas le S de la troisième personne du singulier, off at 8 p.m. Et ça se prononce off. Ça se prononce sûrement pas of. D'accord? Absolument pas. Kick off. Well done. To carry. C'est comme ça. Vous transportez, par exemple, ou le camion transporte aussi. It carries, ok? Out, quand vous rajoutez out, ça veut dire, ça change de sens, c'est exécuter au sens de faire quelque chose, réaliser. Donc là, on est vraiment aussi dans le business English. They carried out the plan without any problems. Without any problems. Sans problème. Et vous voyez, de carry, quand on rajoute ed, on met bien le i. They carried out the solution, so not the solution, the plan without any problems. Sans problème, ça prend un S en anglais. To pull, c'est tirer, et to pull off, c'est réussir un coup difficile. Donc là, c'est, vous voyez, un seul verbe à particule peut avoir un sens extrêmement précis. He pulled off a surprising victory. Il a réussi une victoire surprenante. Vous voyez, il est arrivé à gagner et cette victoire, le fait qu'il ait gagné est surprenant. He pulled off a surprising victory. On reprend avec nos fameux TH, donc to push, c'est pousser. Et vous vous souvenez, to pull, tirer, c'est P-U-double-L, exactly. To pull, to push through. Vous passez à travers, c'est faire adopter, persévérer. For example, she pushed through the new policy. Elle a fait adopter la nouvelle politique, la nouvelle ligne de conduite. Policy, easy. To follow. Vous savez, sur les réseaux sociaux, vous en avez entendu parler, vous avez où vous voyez des followers, ok? Follower. Et follower, un abonné, un suiveur, mais ça fait bizarre suiveur en français. Ouais, tout simplement un abonné. Et follower. To follow, suivre. To follow through, mener à bien, poursuivre. Vous voyez, vous suivez pour quelque chose. Vous suivez quelque chose en particulier. Vous poursuivez. He always follows through. Et là, pour introduire le complément, c'est vraiment idiomatique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas l'inventer, il faut le savoir, on utilise on. Mener à bien quelque chose, c'est to follow through on something. For example, he always follows, le S de la troisième personne du singulier. L'apostrophe, c'était pour voir si vous suiviez. Zéro mauvaise foi. Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. He always follows through on his promises.
Perfect. C'est bon? Yes. OK. Dernière catégorie, avant-dernière slide, chers amis de cette vidéo. Wow, vous êtes encore ici. Merci à vous et let me give you a round of applause. Un peu d'applaudissements. A round des applaudissements, on dit en anglais. A round of applause. All right? Maintenant, réfléchissez et dites-moi comment on dit penser. To think. Exactly. Maintenant, quand on se souvient, on pense à ce qui était en arrière. Donc, you think back. D'accord? Se souvenir, réfléchir. Repenser à. Penser. De nouveau, voici le re, c'est la répétition. À. When I think back on my childhood, I feel happy. Very nice. When I think back on my childhood, I feel happy. I feel, ici, c'est un I long, c'est pas I feel, parce que to feel, avec un I court, c'est remplir, qu'on a vu, d'accord? To feel, to feel, to feel. I feel happy. I don't feel happy. I feel happy. Voyez la différence? Feel, feel. Yep, perfect. Ouh, celui-ci, il est un petit peu différent. Alors, je l'ai mis dans les phrasal verbs. J'ai fait une entorse à la grammaire. En fait, techniquement, c'est pas un phrasal verb. Techniquement, forward est un adverbe. Ce n'est pas une particule et to est évidemment une préposition. Mais il ressemble tellement à un phrasal verb que je ne veux pas qu'on s'embarrasse de considérations techniques ici qui seraient contre-productives. Donc, j'ai fait cette petite entorse. To look forward to, c'est s'enthousiasmer à l'idée de, c'est attendre avec impatience. Et il a une construction très particulière. Il fait partie de ces quelques verbes en anglais qui voient l'utilisation de. Et là, vous ne le voyez pas dans l'exemple, c'est pour ça que je vais vous le rajouter. Et je vais commencer par cet exemple. To meeting you. So, I'm looking forward to meeting you. Je me réjouis à l'idée de vous rencontrer. Je suis enthousiaste à l'idée de vous rencontrer. J'attends avec impatience notre rencontre. I'm looking forward to. Et si vous mettez un verbe, vous devez mettre ing ici. Ce qui est très rarement le cas. Quand vous avez to derrière, vous avez simplement la base verbale. Vous dites pas pour manger to eating. Vous dites to eat. OK? Là, c'est vraiment un verbe spécial. Quand vous avez looking forward to ou I look forward to, vous devez mettre ing si c'est un verbe. Là, vous voyez que c'est pas un verbe. The holidays, donc il n'y a pas de ing, d'accord? J'attends avec impatience les vacances. I'm looking forward to the holidays. Terminons in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur, chers amis. To adapt to et pas to adapt. To adapt, vous voyez que vous avez votre accent tonique ici sur la seconde syllabe du mot. Ça change tout en anglais. Avoir une bonne prononciation, un bon accent, c'est pas le tout d'avoir le vocabulaire. Si vous n'avez pas l'accent, pas la prononciation, c'est inutilisable, impraticable. To adapt to. We must adapt to the new what regulations. Attention, regulations en français, ce n'est pas la régulation, c'est la réglementation. Wow! Bravo! Vous avez tenu le coup, que ça soit en une seule fois ou en plusieurs fois. Bravo! Chers amis, dites-moi dans un commentaire ci-dessous si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre aussi un pouce bleu. Et évidemment, si vous voulez aller plus loin, la première chose à faire, c'est faire le point sur votre niveau d'anglais de manière générale. On le fait ensemble. Alors, ce sera plus rapide que cette vidéo. Ça nous prendra 10 à 15 minutes et c'est juste ici. Profitez-en. C'est pour vous. C'était Adrien de I Speak Spoken. Je vous dis merci. À très vite. Have a nice day. Bye bye.